vous, Madame Hansen? Moi, je te l'ai dit, elle me fait peur. On n'est pas à la clinique, on est chez vous. Il y a eu un accident? C'est ça, il y a eu un accident? On se connaît pas. Si, on se connaît un peu. On se connaît. Bonjour, c'est Alexandre Astier, bienvenue sur clap.ch. J'espère que ça vous plaira. Mais je voudrais qu'on retienne un truc à mon propos, c'est que moi je dis mon nom, et Jean Reno non. C'est un documentaire que j'ai vu parfaitement par hasard il y a une dizaine d'années qui s'appelle Une journée disparue dans le sac à main. C'est un documentaire allemand. Et c'était l'histoire d'une dame qui avait Alzheimer, qui n'est pas le cas dans le film, et qui était très âgée. Il va avoir plus de 80 ans, je pense. Mais qui avait une grande lucidité quant à sa maladie, c'est-à-dire qu'elle pouvait en parler. Elle pouvait en parler même très bien, c'est-à-dire qu'elle arrivait à analyser ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même, ce qui est très rare chez les gens qui sont atteints de maladies comme ça, ils ne peuvent pas parler généralement. Et vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais ils ne sont pas capables de le formuler. Elle, au contraire, avait une magnifique langue, et elle pouvait exprimer avec beaucoup de précision la détresse et le bazar dans lequel elle se trouvait. Et puis elle était confrontée à un moment avec un ergothérapeute, effectivement, qui venait lui faire des activités, et qui venait lui asséner des activités très protocolaires, très prévues, comme ça arrive souvent, et même des activités pour certains malades qui ressemblent beaucoup à des activités de maternelle, en fait, chez les gommettes, les collages, la pâte à sel, des machins comme ça. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de voir ce décalage comme ça, ils s'y prêtent, et puis ça peut marcher, la thérapie par l'activité donc fonctionne, mais enfin il y en a d'autres, ils disent non, moi à mon âge je ne vais pas faire de gommettes. Et là c'était le cas, c'était quelqu'un qui refusait tout. Vous en sortez? Non, je suis désolée, je ne m'en sors pas. Mais parce que vous en avez trop mis. Je vais m'étouffer avec ce machin, c'est tout ce que je vais faire. En plus, j'ai pas faim. Pourtant, c'est l'heure de manger. En même temps, l'heure de manger, c'est quand on a faim. Moi, j'ai toujours faim aux heures des repas. Tiens, non. Attendez, vous permettez? Mais, oh, non, mais elle tripote mon hamburger avec ses doigts. Mais c'est pas grave. Les hamburgers, c'est avec les doigts. Ne me prenez pas trop pour une fermière, je vous prie. La dernière fois que j'ai mangé de ça, c'était sur Park Avenue, le 20 janvier 93, le jour de l'investiture de Clinton. Mais enfin, Madame Hansen, vous avez laissé le cellophane autour du cheddar. Je laissais quoi? Regardez, il y a un papier autour. Si vous mangez ça comme ça, vous allez vous étrangler. Ah, bravo. Ils sont formidables, vos anniversaires. En plus, il n'y a même pas de cadeau. Bah si. Mais qu'est-ce que vous pouvez être désagréable, c'est pas vrai. C'était l'idée de mettre quelqu'un qui vient avec un protocole tout fait face à quelqu'un qui dit bah non, ça ne se passera pas, que ce sera plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si, en gros, si tu veux m'atteindre, si tu veux qu'il se passe quelque chose, si tu veux engager un contact avec moi, il va falloir sortir du protocole. L'histoire du film, c'est ça. À l'époque où j'ai mis en place l'idée, c'était une pièce de théâtre qui était écrite pour une femme seule. Il n'y avait pas d'ergothérapeute dans la pièce de théâtre, c'était un huis clos dans sa chambre, et c'était le soliloque comme ça des phases très malades, où elle reconnaissait rien, et puis des phases de meilleure santé, où elle commençait à être un peu arrogante et un peu insultante vis-à-vis du système. Et c'est une chose qui est restée d'ailleurs, cette dualité-là. Puis après, j'ai complètement arrêté ce projet quand Kaamelott a démarré. Je ne l'ai repris que quand Kaamelott après la 6e saison de Kaamelott à la télévision, ce qui m'a fait une pause de Kaamelott un peu. Je l'ai d'abord écrit pour Alain Delon, donc j'ai complètement transformé le rôle, j'ai tout basculé, et puis j'ai mis je me suis mis moi-même en ergothérapeute dans l'histoire. Puis ce projet-là s'est de nouveau arrêté, il a été réécrit pour Isabelle Adjani, donc en reprenant un rôle de femme, mais du coup pas du tout dans les octogénaires, et donc ça a tout changé évidemment, parce que là, dans le cas précis du film, il y a une notion de séduction, un peu, entre les deux Pourquoi vous personnages. souriez? Comme ça. C'est amusant, ça vous va pas du tout. Vous avez l'air d'un débile. Qui n'était pas du tout dans le documentaire, ça n'avait jamais été évidemment, ne serait-ce que il y avait vraiment une grande marge entre l'ergothérapeute et sa patiente. Là du coup ça induit encore autre chose, c'est un projet qui a eu plusieurs couleurs au fur et à mesure qui s'arrêtait et qui reprenait, quoi, jusqu'à celle que vous connaissez. Je me donne les rôles de protagonistes souvent, mais enfin dans le langage courant on dit héros. Donc je lui donne le rôle de héros, mais c'est pas héros au sens aventurier. Je préfère protagoniste. C'est-à-dire c'est celui qui change en fait dans le film, celui qui opère une métamorphose. C'est-à-dire qu'au début il y a un truc qu'il comprend pas et à la fin
Ce qu'il a vécu l'a fait bouger. Et en fait, je m'octroie très souvent ce rôle-là parce que c'est celui aussi que j'emprunte quand j'écris. Je suis l'auteur qui change lui-même à propos d'une idée. À force d'écrire et à force de travailler sur un texte, je suis moi-même celui qui opère une métamorphose. Donc c'est naturel pour moi qui joue que de me donner le rôle de celui qui change. Et très nettement dans David et Madame Hansen, il arrive avec un protocole tout fait au début, et ce n'est que parce qu'il déroge à la règle qu'il va pouvoir en mettre le pied dans un monde beaucoup plus vaste que celui qu'il imagine, et qu'il va pouvoir effectivement toucher du doigt la personnalité de quelqu'un, et voire même l'aider. Ça va, Madame Hansen? Ça va? Oui, ça va. Vous n'allez pas me demander si ça va toutes les 5 minutes, si? C'est normal, Madame Hansen, que je vous demande si vous allez bien. Eh bien non, je ne vais pas bien, figurez-vous. Pourquoi? Parce que je m'ennuie. Vous conduisez comme un paraplégique, j'ai jamais vu ça. C'est pour que ce soit plus confortable, Madame Hansen. Ah, en revanche, c'est confortable. Bouclez votre ceinture, s'il vous plaît. C'est vous qui la bouclez. La vitesse, c'est les consignes de la clinique, j'y peux rien. Le transport de malade, c'est doucement. Le transport de malade. Pardonnez-moi. Vous voyez ce que je veux dire, Madame Hansen? C'est un rôle de type qui n'a pas de moyens au début. Il est très faible. Il n'a pas les moyens techniques de la psychiatrie. C'est pas un docteur. Il a des notions, mais il n'est pas du tout pro là-dedans. À mon avis, c'est même pas un très bon ergothérapeute. À en voir la vitesse à laquelle il déroge à tous ces... Je crois qu'il n'est pas très bon non plus. La seule chose qu'il a pour lui, c'est qu'il est curieux, et probablement un peu plus humain. C'est-à-dire ça le titille, cette histoire de... Il veut savoir où est-ce qu'elle voulait aller, par exemple. Il aurait pu rentrer plus vite à la clinique avec elle, mais non, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il va un peu plus loin. C'est le seul truc qu'il a pour lui, sinon il sait rien faire, ce gars-là. Et je me suis mis dans cette position-là. Oui, en tout cas, la structure des actes, elle passe par, encore une fois, traditionnellement, le début et la fin d'un film sont dans un monde familier du héros. Dans son cas, c'est la Suisse. L'acte 2 est plutôt dans un monde qu'il ne connaît pas, et c'est là qu'il va rencontrer toutes les épreuves qui vont opérer son changement. Et là, dans ce cas-là, c'est après la frontière. Et la frontière marque le premier quart et le dernier quart du film. Donc, il y a un rôle parce qu'effectivement, c'est l'histoire d'un parcours. Mais pour être plus précis, je pense que c'est une série de huis clos. C'est une série de huis clos de théâtre, en fait. Cette clinique qui est confinée, l'habitacle de la voiture qui est confiné lui aussi, bien évidemment, et ils sont jamais plus de 4, de toute façon. La maison, le retour, les intérieurs de voiture, évidemment. Je pense que c'est une série de huis clos. Et comme mon premier projet était un huis clos complet, je crois que j'avais vraiment envie de ça. Après Kaamelott, de toute façon, je voulais quelque chose de petit, qui se passe dans un petit périmètre, mais à propos de tout, psychologiquement, physiquement, avec peu de gens. Voilà. Kaamelott a pris beaucoup de couleurs au fur et à mesure des saisons. La saison 5 et la saison 6, par exemple, qui sont des longs formats, Kaamelott ayant été mon seul terrain de jeu pendant des années, puisque j'ai pas pu faire autre chose, ça prenait tout mon temps. En fait, j'ai tout mis dedans. Donc Kaamelott aborde des thèmes qui sont même peut-être plus graves que celui de David et Madame Hansen. Il apporte la stérilité, le suicide, le découragement, la panique, l'abandon. Enfin, je veux dire, il y a des thématiques extrêmement lourdes dans Kaamelott. Alors, le plus souvent, elles sont traitées avec un vernis de dialogue un peu rigolo, mais des fois même pas. Des fois, c'est plein but et il y a des choses dans Kaamelott qui sont 100 fois plus noires et désespérées que dans David et Madame Hansen, qui quand même est une invitation à la désobéissance. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on envoie quelqu'un vous chercher? Ça rassurerait tout le monde. Non, mais on fait un petit tour. On va pas partir. Elle est pas mal, votre fiancée. Si elle faisait un petit peu attention, elle serait vraiment bien. J'essaye, en tout cas, de faire souffler un vent de liberté dans ce film, hein, en tout cas un encouragement à le chercher. Des fois, dans Kaamelott, il n'y a même pas ça, c'est juste la descente. Donc, je crois que Kaamelott n'a pas de genre. Kaamelott peut tout être. Peut-être moins maintenant que j'ai pu séparer les choses, c'est-à-dire que les choses tristes que j'ai à raconter, je les ai peut-être mises ailleurs. J'ai plus envie de rigoler dans Kaamelott maintenant. J'ai
J'ai plus envie que ce soit mon terrain de jeu un peu spontané et un peu dingue, même si je ne lui interdis rien, il faut qu'il puisse tout être quand même. Comme tous les films d'ailleurs, il faut qu'il puisse tout être. Mais pendant un temps, il y a tout eu dans Kaamelott. Il y a tout mis. Au même titre que ce que je vous disais, je suis assez sensible à un truc qui est très classique dans la structure des films, c'est que le héros démarre dans un monde qu'on appelle ordinaire, le monde familier, et puis qu'il aille faire son acte 2 dans un monde qu'il connaît pas. Je suis sensible à l'idée de trajet entre les actes. Mais dans certains films, l'acte 2 se passe au fin fond de la galaxie, dans Star Wars. Dans d'autres films, potentiellement, il pourrait se passer entre cette pièce à l'acte 1 et la pièce d'à côté, l'acte 2. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une forme d'exotisme, qu'il y ait un terrain non conquis, vierge à appréhender, comme dans le film, cette maison, tout ce truc où on essaye de comprendre petit à petit d'où ça vient. La Suisse, pour moi, qui avait envie de faire un film dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire jamais beaucoup d'acteurs, voire même un face-à-face le plus souvent, des habitacles de voitures, des pièces de maison, des couloirs de cliniques, voilà, j'avais envie de faire des trucs avec comme un huis clos, quoi, un truc restreint. C'est vous qui m'avez demandé de vous amener ici. C'est quoi son métier? La Suisse, pour moi, est une forme d'exotisme. On est exotiques l'un pour l'autre, les Suisses et les Français, mais sur un petit mouchoir, pas beaucoup, parce qu'on est surtout cousins, et on a un petit exotisme. Les Américains nous considéreraient comme les mêmes. De toute façon, ils font pas de différence, même avec les Italiens, et pour eux, c'est tout la même chose. Mais nous qui sommes dedans, on sait bien que c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Et je crois que je voulais faire ça. Je voulais que le seul exotisme de ce film soit dans le presque, mais pas tout à fait. Et le héros, qui est censé être français dans le film, sa fiancée est suisse, son beau-frère est suisse, il travaille avec des Suisses, il travaille dans une clinique, il fait le même métier qu'en France, mais sauf qu'il le fait un peu différemment. Moi qui ai visité des cliniques et suisses et françaises pour faire le film, j'ai bien vu que on y soigne les gens dans les deux endroits, mais il y a quand même des différences. Donc voilà, j'ai eu envie de parler de la Suisse pour faire une espèce un exotisme qui tient dans un petit mouchoir, quoi. Là, on n'est vraiment pas pareil, en fait. Suisse et France, ça n'a rien à voir. Je veux dire, si je montrais aux Français ce que j'ai vu ici dans les cliniques suisses, ça paraîtrait très exagéré, quoi. Je veux dire, j'ai vu des couloirs entiers interdits, gardés par des types de 2 mètres de haut avec des fusils d'assaut, et les Cadillac Escalade en bas par ligne de 5 qui sont, enfin je veux dire, on est dans Soprano, quoi, très clairement, c'est dingue, mais c'est vrai. J'avais pas le droit de me balader avec un appareil photo dans certains endroits. Il y a des cliniques en Suisse qui reçoivent des gens du monde entier, y compris des gens qui mettent un point d'honneur à leur anonymat et tout ça, donc ça n'existe pas vraiment chez nous, on n'a pas ça. Et puis je pense que dans le domaine du soin privé, on est d'accord que quand une clinique est très haute gamme, il s'agit surtout d'hôtellerie, quand même. C'est ça qui change en premier. C'est pas tellement les techniques de soins où il y a peut-être plus de personnel, tout ça, mais enfin, le soin lui-même, c'est pas tellement là que ça change. Il s'agit surtout de la qualité des chambres, de la nourriture, du service, des prestations, tout ça. Et je tenais à ce que ce soit... tout dans le film est fait pour être exotique à David. Je peux pas accepter. On n'a pas le droit d'accepter des cadeaux de... Des cadeaux de malade? Il n'a pas de pognon, il a affaire à quelqu'un qui a du pognon. Il n'a pas spécialement d'éducation, il a affaire à quelqu'un qui est très éduqué, très érudit. Il n'est pas chez lui, très clairement. Il est brun, les autres sont blonds. En tout cas, sa fiancée et son beau-frère. Tout ça, ce sont des outils pour l'isoler. Et oui, en visitant des cliniques suisses, elles sont plus exotiques pour nous, quoi. Forcément, mais pour n'importe quel Suisse de la rue aussi, évidemment. Mais vous avez des établissements, ouais, on dirait des films. Ça a toujours influencé ce que j'ai fait. C'est même en premier. Je pense que je pense tout comme un musicien, tout le temps, et que ce sera tout le temps comme ça.
Le texte, j'y pense rythmiquement, la façon de diriger les comédiens, c'est qu'une histoire de rythme et de quand on fait les choses, où est-ce qu'on se retrouve. C'est des rendez-vous d'orchestre, en fait, donc sur une partition. Et en plus, je suis assez pudique sur les intentions et sur les directions d'émotion. J'aime pas en parler. J'aime bien qu'on le fasse, mais je veux pas en parler. Et c'est un truc qu'on retrouve dans la direction d'orchestre. On va pas dire on va jouer une émotion. On se donne un rendez-vous sur la partition, on dit bah là on va retenir un peu, on va d'un coup faire un piano subito, l'attaque, et puis après on va se dire qu'on repart par là. Enfin, on se donne des rendez-vous froids, la formulation est froide. Après ce que ça peut donner, ça peut être réussi ou pas, mais l'émotion elle est dans le résultat, pas dans le langage. Et comme je suis assez pudique sur ces trucs-là, je pense que je dirige comme un musicien. Hein.